Bonsoir à tous ceux qui viennent de commencer à se connecter. Nous attendons encore quelques minutes avant de pouvoir commencer pour que les personnes qui viennent pour la première fois aient le temps de se connecter. D'ici 2-3 minutes, nous commençons. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pascal. Bonsoir Philippe. Voilà, je te remercie pour ce web satsang que tu nous proposes ce soir, donc, qui est intitulé « Au-delà des expériences et état d'éveil ». Comment dépasser les expériences d'aller-retour, de grâce et de contradiction, de liberté et d'identification. Je te remercie de nous proposer ce sujet très intéressant. Merci Pascal. Merci Philippe. Bon, écoute, en fait, c'est vrai que c'est un sujet que je suis content d'aborder aujourd'hui parce que il revient très régulièrement. Il y a beaucoup de gens que je rencontre dans les stages qui me disent que ils ont vécu une expérience il y a quelques années ou l'année dernière et ils se souviennent d'un état de grâce, je dirais, d'une expérience d'unité avec tout et de silence, de paix profonde, au-delà des circonstances de la vie, au-delà de leurs pensées, des sensations. Et en même temps, cette expérience vit en eux comme, enfin, elle est comme liée aussi à une frustration en eux. C'est-à-dire, c'est un souvenir d'un état et en même temps, quelque chose en eux est frustré de ne plus vivre quelque chose qui ressemble forcément à ça, dans l'instant. Et cette partie d'eux n'a de cesse d'essayer de retrouver, de refaire cette expérience ou de retrouver cet état. Et donc, évidemment, l'expérience qu'ils ont vécue est forcément authentique quand on vit comme ça la conscience qu'on est unifié à tout, ou que tout vit à l'intérieur de nous et qu'il n'y a plus aucune séparation entre l'extérieur, l'intérieur, qui je suis et la vie. C'est forcément une expérience authentique. Et en même temps, quelque chose en nous, notre incarnation, notre identification, notre ego, notre mental,
assiste à cette expérience, on pourrait dire, où est notre expérience est momentanément transformée. Hein. Je dirais que le fait d'être qui on est n'est pas une expérience ni un état, mais par contre, quand on est conscient de qui on est profondément, cela influence notre expérience ou influence notre état. Et donc, on s'en fait l'impression d'une expérience parce que il y a comme un contraste entre l'expérience d'être identifié à un humain euh, coupé ou, je dirais, séparé hein, de la vie, individualisé, ce qui fait bien sûr partie de qui on est. On est incarné sous forme de quelqu'un, d'un corps, et puis il y a une histoire qui vient avec tout ça, et c'est presque inévitable de s'identifier à tout ça. Et puis, avec cette identification, eh bien, vient un état, c'est une expérience d'être incarné, de se sentir limité dans la forme, de faire l'expérience des contraintes ou des limites hein, de la condition, on va dire, hein, humaine. Et quand alors on réalise pour la première fois que qui on est n'est pas limité à ça, on en a l'intuition depuis longtemps en général, hein, je pense que si vous avez déjà fait cette expérience, ou même si vous n'avez pas encore fait l'expérience de ça, vous en avez l'intuition. C'est probablement ce qui vous amène ici aujourd'hui. Et quand on fait pour la première fois cette expérience, il y a un contraste énorme entre l'expérience d'être donc identifié, séparé, de vouloir ou de devoir défendre quelque chose, et de se retrouver tout à coup entier, complet, comblé, paisible, silencieux, et dans un espace d'accueil, enfin, pas dans un espace d'accueil, on se retrouve être un espace d'accueil pour peu importe ce qui est, autant dans les circonstances extérieures de notre vie que dans ce qui nous traverse. Et c'est une expérience, c'est une expérience étonnante. Enfin, je veux dire, ça peut être une expérience étonnante de vivre ce contraste. Donc, l'expérience naît comment dire, d'une différence d'état à un moment donné. Et en même temps, nous ne sommes pas plus l'état que l'expérience. Qui nous sommes a toujours été là, et là maintenant, en ce moment, nous sommes cela, et la plupart du temps, la conscience que nous sommes a été identifiée à quelque partie de nous, à une histoire, à des croyances, à des certitudes, à la personne que je crois être. Et donc a vécu, on pourrait dire, comme dans la limitation de la forme. J'entends beaucoup de gens qui me disent aussi qu'ils sentent qu'il est possible de ne plus être limité dans la forme et de pouvoir être vraiment être vraiment conscient de l'infini que l'on est et de l'ouverture totale que l'on est. Et en même temps, ce qui est décrit souvent, c'est l'impression qu'il faut terminer quelque chose ou qu'il faut euh, éliminer peut-être même la personnalité, l'ego, ou qu'il faut aller au-delà. C'est vrai qu'il faut aller au-delà, mais il n'est pas nécessaire que les pensées ou que les sensations, que les émotions ne soient plus là. Il n'est pas nécessaire même que le sens de la personne ne soit plus là. Pour être conscient que l'on est au-delà du sens de la personne. En fait, la personne coexiste avec la conscience que l'on est illimitée. On pourrait dire que la condition a sa place dans l'inconditionnel que l'on est. C'est ce que Eckhart Tolle décrit quand il parle de l'art de vivre entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la forme, où on est bien sûr incarné, où on a une personnalité, hein, parce que je prends l'exemple d'Eckhart Tolle, ça m'avait frappé, c'est de dire
il est éveillé à la conscience profonde de qui il est, et en même temps, il y a toujours une personnalité qui se manifeste. Il ne se manifeste pas de la même façon que les 7 autres milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a bien donc quelque chose de spécifique et d'unique lié à l'incarnation dans la forme de ce corps, dans l'histoire, dans tout ce que l'on croit être, et ça a sa place parce que c'est notre véhicule pour la conscience dans ce monde, on n'en a pas d'autre. Et en même temps, quand on est limité à la, la conscience de qui on est au niveau de la forme, eh bien on vit tout ce qui vient avec, hein, toutes les contraintes et toutes les difficultés, toutes les peurs, le sentiment de ne pas être assez ou de se sentir, comment dire, limité, on pourrait dire. Hein. C'est une réalité. La forme limite, la forme est une condition. Et qui on est effectivement au-delà de ça et en même temps. Alors comment pointer vers quelque chose que je ne peux pas montrer, quelque chose que c'est même pas quelque chose. Ce qui n'est pas montrable, ce qui n'est pas démontrable, ne peut être réalisé que par vous, maintenant et toujours maintenant. Et on pourrait commencer par justement être présent à ce qui en nous cherche, ou veut retrouver, ou aspire à. Ce qui en nous n'est pas entièrement satisfait de l'instant présent tel qu'il est. Et le but, je dirais s'il y a un but, c'est justement de pouvoir distinguer que vous êtes ici en même temps en tant que personne incarnée, identifiée, un rôle, que sais-je, et en même temps, déjà, là, maintenant, présent en tant que conscience libre, silencieuse, paisible. Ce qui en vous cherche cela, ce qui en vous cherche la paix, le silence, la quiétude, ne l'atteindra jamais. Et pourtant, ce que cela cherche, vous l'êtes déjà. En fait, là maintenant, alors qu'on est tous ensemble, là, devant notre ordinateur, eh bien, on peut être présent d'abord, on va dire, à ce qu'il y a autour de nous, hein, à l'écran de l'ordinateur, aux images qui sont là. On peut être présent au son. Vous pouvez entendre le son de ma voix, et vous pouvez aussi entendre d'autres sons autour de vous. Les sons les plus proches, les sons les plus lointains, à l'extérieur. Ça fait partie de l'expérience que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez être présent également à votre environnement par le toucher. Vous pouvez sentir, par exemple, la présence du sol sous vos pieds, ou la présence de ce sur quoi vous êtes assis. Sentir que c'est là maintenant. Vous pouvez sentir peut-être aussi le contact de l'air à la surface de la peau de vos mains, du visage. Vous pouvez sentir la présence des vêtements à la surface de la peau. Vous pouvez aussi peut-être faire l'expérience de la respiration qui est en train de se faire maintenant. Sensation de l'air qui entre dans le nez, le thorax qui se gonfle, puis l'air qui ressort un peu plus chaud, un peu plus humide. Et c'est aussi une expérience que vous êtes en train de faire maintenant. Et tout doucement aussi, on peut être présent à tout ce qui se passe à l'intérieur, en amenant tout doucement notre attention aussi dans le reste de notre corps, donc dans le thorax par exemple, le cœur, l'estomac, le ventre, les jambes, les pieds. Et on peut se rendre compte qu'on est présent aussi à tout ce qui se passe à l'intérieur, comme on est présent à ce qui se passe à l'extérieur. On pourrait dire que
ce que j'observe ou ce à quoi je suis présent à l'intérieur et à l'extérieur apparaît dans cet espace de présence que je suis maintenant. On peut aussi sentir les sensations dans les bras, dans les mains. Il n'y a pas de but ici, ce n'est pas une relaxation qu'on est en train de faire, c'est simplement une observation objective de tout ce que l'on peut percevoir. Sensation dans la gorge, sensation dans le dos, le visage, la tête. On peut aussi peut-être percevoir des pensées qui traversent notre esprit. Des pensées à propos de ce qu'on est en train de faire maintenant, des pensées à propos de l'expérience qui est en train de se faire, ou de ce qu'on ressent, des pensées à propos de où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va avec ça, ou qui suis-je, ou pourquoi. On parle de paix intérieure et peut-être qu'on est présent à quelque chose qui n'est pas en paix du tout. On peut sentir peut-être quelque chose qui est très agité quelque part, ou quelque chose qui est tendu, au niveau du thorax, au niveau de l'estomac, pourquoi pas, ou ailleurs. On peut sentir peut-être quelque chose qui est insatisfait parce que ça voudrait tellement vivre ce que ça a déjà vécu ou vivre ce à quoi ça aspire. Mais on peut être présent à cela maintenant, présent à cette sensation de ce quelque chose en nous, on pourrait dire, cette partie de nous qui aspire à cela. Et je vous invite simplement à reconnaître que c'est ce qui est en train de se produire maintenant. Et plus important que de reconnaître que cette expérience est en train de se passer maintenant, reconnaître que vous êtes là et que vous pouvez percevoir cela. Vous pouvez percevoir ce qui en vous aspire à quelque chose, ce qui en vous est tendu vers autre chose que ce qui est là maintenant. Et vous pouvez peut-être réaliser que ce qui est présent à vos pensées ne pense pas. Ce qui est présent à ce qui est tendu en vous n'est pas tendu. Ce qui est présent à ce qui est éventuellement frustré en vous n'est pas frustré. Vous, présent à ce qui cherche la paix, est déjà présent, est déjà paisible. C'est pas quelque chose que je vous invite à essayer de comprendre, mais plutôt à observer et à réaliser maintenant. Et si vous voyez que quelque chose en vous est en train d'essayer de comprendre de quoi je parle, alors c'est pas trop tard. Je vous invite à observer, à prendre conscience de, oui, il y a quelque chose en moi qui essaye bien pour l'instant de comprendre et qui est peut-être frustré de se dire, oui, mais de quoi on parle? Peut-être que ça, vous pouvez le voir. C'est de ça que je parle. C'est que il y a votre expérience, quelle qu'elle soit. Ça peut être une expérience de joie, ça peut être une expérience de grâce, ça peut être une expérience d'unité, mais ça peut être une expérience de frustration, ça peut être une expérience d'identification à une partie de nous, ça peut être l'expérience de se sentir enfermé et d'aspirer à plus grand et de ne pas y avoir accès. En fait, on est présent toujours à une expérience ou à un état. Mais dans aucun de ces cas, l'expérience ou l'état est qui on est. C'est, je dirais, un symptôme de ce à quoi on est, on s'attache, on pourrait dire. Si on est identifié à la personne, on fait certaines formes d'expériences. Et parfois, même quand on est identifié à la personne, les expériences peuvent être joyeuses. D'ailleurs, la sensation de joie, c'est la sensation de la personne souvent. Même quand on vit une expérience d'éveil, il y a une partie de notre personnalité qui se réjouit de ça. Et c'est cette partie-là d'ailleurs qui a peur de perdre ça, ou qui voudrait le retrouver. Donc, c'est important, et je le dis souvent quand je fais des accompagnements individuels, au départ, on est présent à une sensation parfois de frustration, de tristesse, de colère, et une identification à ça, l'impression de ne pas pouvoir en sortir, d'être pris dedans, enfin bon. Et à un moment donné, par la simple observation de cette expérience, on pourrait dire, au niveau phénoménal de ce qui est en train de se produire maintenant, et tout doucement vient la conscience de la présence que l'on est quand on est présent à ça. Et quand plus on est conscient de ça, de cette présence,
de cet espace, de cette conscience que l'on est, de cette ouverture que l'on est pour la vie, de la vie elle-même que l'on est, eh bien, l'expérience se transforme, ou l'état est transformé par cet éveil, je dirais, à qui on est au-delà de ce qu'on observe en nous, en train de se battre, en train de lutter. Et donc, à la fin d'une séance, j'invite toujours les gens d'abord à rester dans la sensation de ce qui reste, parce que quelque part, c'est comme un ancrage, je dirais. C'est pas comme quelque chose qu'on va retenir mentalement. Le fait de rester dans la sensation de ce qu'on est en train de vivre crée comme un ancrage qui nous permet je dirais, d'avoir comme un indice, comme un panneau indicateur vers le silence ou la paix que l'on est. Et donc, c'est bon de rester dans cette sensation. Et en même temps, j'invite toujours les gens que j'accompagne à ne pas s'attacher à cette expérience, parce que c'est une expérience. Et une expérience passe toujours. L'expérience d'être dans un drame passe, et l'expérience d'être, je dirais, joyeux, ou d'être satisfait au niveau de la personne, cette expérience-là va passer aussi. À un moment donné, le mental revient au premier plan, on pourrait dire. On est toujours conscient, présent et silencieux, mais à un moment donné, on est de nouveau happé par une pensée, par une croyance, quelque chose qui a un pouvoir d'attraction et qui fait que, à un moment donné, on est de nouveau, on pourrait dire, enfermé dans la croyance qu'on est quelqu'un. Voilà. Et à ce moment-là, on a l'impression d'avoir perdu la présence. En même temps, rien n'est perdu, mais l'expérience vient de changer. On est dans l'expérience, l'état d'être identifié à la personne. Si on peut simplement être présent à cela, d'ailleurs, on est présent à cela, parce qu'on peut dire, il y a 3 ans, j'ai vécu une expérience de grâce, et depuis, je ne vis que des expériences d'identification, des difficultés, des lourdeurs. Donc, on est bien présent aux deux états. Qu'est-ce qui n'est pas un état? Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui est permanent, je dirais, au-delà de ces changements? Parce que parfois, on peut faire des allers-retours aussi, faire l'expérience d'aller-retour. On est conscient de la présence que l'on est, et puis de nouveau identifié, et puis de nouveau conscient de la présence que l'on est. Et qu'est-ce qui est présent à cet aller-retour qui ne varie pas, ne change pas? Qu'est-ce qui est présent dans notre expérience depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, que l'on, je dirais, qui on est au-delà même de la forme de notre corps, de notre âge, de nos croyances, de nos aspirations. Je vous invite pas à essayer de trouver, de visualiser, de comprendre, mais de réaliser que qui vous êtes et qui vous avez toujours été est là maintenant, présent à l'expérience que vous êtes en train de vivre maintenant, quelle qu'elle soit, que ce soit une expérience agréable ou désagréable, que ce soit vous soyez présent à beaucoup de pensées ou à quelque chose de relativement silencieux, ou peut-être les deux en même temps, c'est-à-dire beaucoup de pensées ou des agitations ou des tensions à l'intérieur de vous, et en même temps la conscience que, au-delà de ça, vous êtes un espace de silence présent à tout cela. Et donc, à l'intérieur même de votre corps, vous pouvez faire l'expérience de quelque chose agité, et plus globalement, une sensation paisible. Vous n'êtes ni la sensation paisible, ni ce qui est agité. Vous êtes présent aux deux. Ce qui est agité est généré par ce à quoi vous êtes identifié, ou une partie de vous l'est, parce que c'est pas tout, vous pouvez le sentir, peut-être que tout en vous n'est pas pris là-dedans, et quelque chose en vous est peut-être agité. Et en même temps, vous pouvez sentir que dans le reste de votre corps, c'est plutôt spacieux, ou silencieux, ou posé, ou déposé. Et pour nous permettre de conscientiser tout ça, je vais prendre un moment avec vous de silence. Je vais me taire pendant 2 minutes pour vous permettre de prendre à la fois conscience de ce silence que vous êtes et de ce qui est bruyant en vous.
ou agité ou tendu. Hmm. Hmm. En fait, c'est vers cette réalisation, quelque chose d'extrêmement simple quand on le vit, d'extrêmement compliqué à expliquer, compliqué à comprendre, et je dirais même probablement inaccessible au mental. Si on en parle, c'est uniquement pour pointer vers une expérience d'abord, et au-delà de l'expérience, la conscience d'être là tout simplement, présent à cette expérience. Et être là n'est pas une expérience, c'est pas quelque chose que on va pouvoir, qu'on pourrait filmer ou enregistrer, ou qu'on pourrait, même dont on pourrait témoigner, sinon par défaut, c'est-à-dire en reconnaissant que, quelle que soit mon expérience, je suis conscient de cette expérience et tout ça est vu, tout ça est perçu. Et donc dans ce processus d'auto-accompagnement en pleine conscience que je transmets, s'il y a quelques étapes à ce processus, elles ne visent qu'à d'abord nous permettre d'amener notre attention dans l'instant présent, parce qu'on ne peut être conscient du silence ou de l'espace que l'on est que ici et maintenant. On reconnaît tout ce à quoi on est présent, et forcément, puisqu'on peut percevoir tout cela, eh bien, en faisant la paix avec le fait que c'est là, que tout ce qui est autour de nous est tel que c'est, et que tout ce qui se vit à l'intérieur de nous se vit tel que c'est, en reconnaissant ce qui est frustré, et faire la paix avec ça, en reconnaissant ce qui voudrait autre chose et en accueillant cela. On réalise qu'on est déjà là. On est déjà là vers ce qu'on recherche, ce que quelque chose en nous recherche. Nous sommes la paix que nous recherchons. Hmm. C'est pour ça qu'Eckhart dit: ne recherchez pas la paix, sinon vous allez établir un conflit à l'intérieur de vous. Reconnaissez plutôt ce qui n'est pas en paix, maintenant, et réalisez que vous êtes là en train de l'observer. Et peut-être que quelque chose en vous est étonné de cette expérience, ou perturbé. Oui, mais je ne vois pas. Oui, je me rends compte que je vois, mais le je qui voit ça, je ne peux pas le percevoir, je ne pourrais pas le décrire. Qui suis-je? Même ça, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir tout ce qui se questionne, tout ce que ça peut remettre en question, les sensations qui viennent avec, la peur de la personne, l'impression peut-être de disparaître. La personne ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est notre croyance qu'on est limité à ça. Alors la personne peut être là, je veux dire, la manifestation de la personne, les pensées, les sensations, les, les émotions, les tensions, tout ça peut être là. Ça va, ça vient, ça change. C'est impermanent. Et il y a vraiment cette joie, je dirais, cette joie de ne rien être, comme dirait Eric Barrett, cette joie de ne rien avoir à atteindre, de ne rien attendre, de ne rien vouloir d'autre que ce qui est là maintenant, quoi que ce soit.
Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et donc là, je suis disposé à entendre vos commentaires, vos questions. Je souhaite répondre de façon concrète aux difficultés que vous pouvez rencontrer, à ce que vous souhaitez réellement vivre. Je sais, entre la première fois où j'ai fait une expérience d'éveil et le moment où, je dirais, euh, c'est devenu plus qu'une expérience, on pourrait dire. Il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et d'incompréhension de comment est-ce possible que c'est tellement évident aujourd'hui, et puis le lendemain, d'avoir l'impression d'être complètement perdu. Donc voilà, quoi qu'il se passe, je serais heureux de vous entendre et de simplement faire un petit bout de chemin, voilà, ensemble, vers ce qui est déjà là. Merci Pascal. Merci. Donc effectivement, il y a déjà quelques questions qui apparaissent. Et il y a Daniel qui dit « N'y a-t-il pas à différencier l'éveil et l'expérience d'éveil, justement ?» Ceux qui parlent d'éveil semblent parler d'un point de non-retour. Donc, tu étais déjà plus ou moins en train d'en parler quand la question est arrivée. Est-ce que tu peux préciser de ton point de vue ce point de non-retour dont il est question ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, très difficile à expliquer, très difficile à comprendre, voire impossible à comprendre. Je pourrais dire que cela ne ressemble à rien que vous connaissez déjà. Parce que ce n'est effectivement pas une expérience, ce n'est pas un état. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez reconnaître, c'est pas quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience, ce n'est même pas quelque chose. C'est qui vous êtes, et c'est un point de non-retour tout simplement parce que on n'y est jamais allé. Pour qu'il y ait un point de retour, il faudrait avoir été quelque part. Et je dirais que il y a tellement pas de distance qu'il est impossible d'y aller et d'en revenir. Donc il y a évidemment pas de retour possible, parce que c'est tout simplement le fait d'être là. Et pour notre mental, ça peut être décevant, parce que notre mental se fait une idée de ce qu'est l'éveil. Il le perçoit comme une expérience extraordinaire, peut-être. C'est en même temps la chose la plus simple, c'est pas une chose, encore une fois, je le répète, c'est ce qu'il y a de plus simple, et en même temps de plus mystérieux, parce que on ne peut jamais le toucher, l'obtenir, on peut jamais y aller ni en revenir, on est simplement là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'observer justement ce qui en nous souhaite atteindre quelque chose. Par exemple, quelque chose comme un point de non-retour. Ça n'existe pas, un point de non-retour. Ça existe dans la forme.
quelque chose qui serait comme figé. Je trouve un état, et cet état reste figé pour toujours. Point de non-retour. Mais c'est de la science-fiction, ça. La vie est toujours dans le mouvement. Les allers-retours font partie de la forme. Des contradictions aussi, des paradoxes. Et vous êtes présent à tout cela. Présent à ce qui en vous ne comprend pas, à ce qui en vous cherche à comprendre, à ce qui en vous a l'impression de se perdre là-dedans, à ce qui en vous veut tellement l'atteindre et en même temps a tellement peur de ça. Vous êtes présent à cela, déjà, là maintenant. Donc c'est pas quelque chose que l'on peut trouver ou atteindre, c'est ce que vous êtes. Et il y a quelque chose en moi qui se sent presque impuissant à vous, à vous en parler ou à le démontrer. C'est parce que c'est de façon évidente impossible de vous démontrer que je suis. Je suis, point. Vous êtes. Et entre nous, il y a des tas de phénomènes et d'expériences, des pensées qui passent dans votre esprit, dans le mien, des sensations dans mon corps, dans le vôtre, le sol sous vos pieds, le sol sous mes pieds, la lumière, la pièce autour de vous, la lumière, la pièce autour de vous. La conscience de l'univers matériel, physique, dans la forme, tout ça est perçu. Tout ça est perçu. C'est la seule chose peut-être que vous ne pouvez pas nier. Et c'est même la seule chose que vous ne pouvez pas, ne pas être. Vous pouvez être joyeux ou triste, vous pouvez être éveillé ou endormi, vous pouvez être identifié ou conscient de qui vous êtes profondément, tout ça est possible. Mais vous ne pouvez pas ne pas être présent à l'expérience que vous faites maintenant, quelle qu'elle soit. Même si c'est une expérience désagréable, vous ne pouvez pas y échapper. Vous êtes là, c'est une évidence totale. Et en même temps, quelque chose en vous peut se dire, oui, ok, je suis là, oui, mais en même temps, je me sens pas libre. Mais même ça, vous êtes présent à cela. Même ça, vous pouvez percevoir que quelque chose en vous se sent pas libre ou se sent pas satisfait. C'est quoi la manifestation de ça? Peut-être qu'il y a une légère lourdeur, une contraction, peut-être qu'il y a des pensées de ça. Mais si vous laissez, je dirais, tout ça pendant un moment de côté, pendant un moment, ne plus essayer de rien atteindre. Pendant un moment, ne plus toucher à rien, à aucune pensée, à aucune sensation. Ça ne veut pas dire, quand je dis ne plus toucher, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire de nier celles qui sont là, laisser être ce qui est, mais ne plus toucher à rien, ne plus s'intéresser, ne plus, je dirais, jouer le jeu ou voilà, juste pendant un instant, juste être là. Présent à peu importe ce qui est là, et ne rien vouloir faire avec cela. Vraiment vous reposer, déposer les armes. Ou être avec ce qui se bat et ce qui lutte, ça revient au même. Mais ne pas entrer en lutte avec ce qui lutte. Vraiment ne rien toucher pendant 1 minute, sans aucun but. Si même l'univers entier venait à disparaître, la pièce autour de vous, l'écran, le son de ma voix, pendant un instant, il n'y a plus rien. Vous pouvez fermer les yeux, ça pourrait... Mais même quand vous fermez les yeux, hein, vous êtes présent à quelque chose de noir ou à peut-être quand même on voit la lumière au travers des paupières, mais bon.
présent aux sensations du corps, présent de la pièce autour, mais pendant un moment, imaginez qu'il n'y a plus rien d'autre. Tout disparaît. Est-ce que vous disparaissez ou êtes-vous toujours là? Si même il n'y a plus d'expérience, si même il n'y a plus de pensée, ou s'il y a une expérience, ou s'il y a des pensées, est-ce que ça change quelque chose à qui vous êtes, présent à rien ou présent à plein de choses? C'est drôle, cette semaine, on est allé, faire, un exercice, une méditation magnifique, une méditation de Osho, chez un couple d'amis un matin. Ce matin, les matins, en général, on va faire une marche dans la campagne, 1 heure le matin et on va chez, des amis. Donc là, exceptionnellement, on va faire ça chaque semaine maintenant. Et c'est une méditation très active, hein, où on respire, on bouge et tout ça, et on est beaucoup en lien évidemment avec l'énergie à l'intérieur de nous, la vie et tout ça. Et c'est un bel exercice pour le corps, pour l'énergie, même pour l'ancrage. Et en même temps, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens font beaucoup de démarches, de méditation, de bouger, de yoga, de plein de choses, hein, qui sont tout à fait justes et appropriées parce que c'est juste de prendre conscience, de prendre soin de notre corps, c'est notre véhicule pour la conscience. C'est très bien de, je vais dire, de faire des expériences qui nous sont agréables et de faire ce qu'on sent qui est juste pour nous. Et en même temps, je me rends compte que il y a beaucoup de démarches qui sont faites dans le but de faire des expériences agréables. Et il n'y a rien de mal à ça. Et en même temps, souvent, ce qui est occulté par ces expériences merveilleuses, agréables, euh, excitantes, que sais-je, eh bien, ce qui est occulté, c'est justement la présence et le silence que l'on est quand on est présent à ces expériences. C'est comme si c'était mieux de se sentir, de se sentir paisible que de se sentir tendu. Du point de vue de la personne, évidemment, c'est mieux. Et en même temps, pour la présence que vous êtes, ça change absolument rien. Vous êtes présent à une sensation tendue ou une sensation ouverte. Et donc, je me souviens d'une phrase que disait encore une fois Eckhart Tolle, c'est quelques changements que vous essayerez d'apporter à votre expérience seront toujours des changements cosmétiques, à la surface des choses. Et j'ai pas dit que ça sert à rien. J'ai pas dit que c'était pas une bonne chose. Mais je vous invite à ne pas vous limiter à l'expérience, mais à faire l'expérience justement de cette expérience en étant conscient aussi de la présence silencieuse que vous êtes. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Je pense que ça ne serait pas juste non plus d'être incarné et d'être juste dans le silence, enfermé dans une grotte et refuser de vivre des expériences. À quoi bon être incarné? On est là, on a l'occasion, la chance, la grâce de pouvoir expérimenter la conscience que l'on est. C'est magnifique. Et en même temps, quand on est identifié et qu'on est limité à ça, alors ça peut être extrêmement douloureux, ça peut être total. Mais quand on est incarné, je dirais, quand on est conscient de notre incarnation, présent à notre incarnation, et conscient de la présence que l'on est à cela, alors il y a de l'espace pour toutes les expériences. Et je pense que c'est bon de nourrir les deux parce que, voilà, je pense que quand on est conscient, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. On peut, vous voyez, travailler beaucoup sur les expériences, sur le corps, sur le fait d'arriver à quelque chose ou d'être plus calme ou que sais-je, et complètement occulter donc la présence et le silence que l'on est, et toujours être à la recherche de ça. Et on n'y arrive jamais, on est toujours frustré parce que de temps en temps on vit une expérience et puis on le perd. Voilà. Par contre, si vous êtes conscient du silence que vous êtes, si vous êtes conscient de qui vous êtes profondément, automatiquement, la conscience que vous êtes va prendre soin de votre corps,
va manger ce qui est juste pour vous, va choisir de faire de l'exercice si votre corps en a besoin, va choisir de ne pas faire de l'exercice si votre corps a besoin de se reposer. Il y a une action juste. On n'a plus besoin de se préoccuper de rien. Donc pour moi, j'ai l'impression quand même que la conscience du silence est plus importante parce que la conscience dans le corps découle de la conscience de qui on est, et pas l'inverse. C'est pas en arrivant à sublimer la personne que l'on peut arriver à un être éveillé qui serait une version absolue, sublime, extraordinaire de l'être incarné. On est déjà entier, complet, présent à notre incarnation limitée et dans la condition. Et les deux coexistent. Et c'est même pas juste de dire que ça coexiste parce que l'être incarné fait partie de la présence et du silence que l'on est. Il ne pourrait même pas exister sans la conscience que l'on est. Le monde n'existerait pas. Alors, une chose intéressante aussi, on parlait hier avec quelqu'un de la physique quantique, et aujourd'hui, la physique quantique démontre le fait que le monde existe en fonction de celui qui en a conscience. Dans la physique traditionnelle, on dit que le monde est déterminé et que nous subissons le monde tel qu'il est, on doit s'y adapter. En physique quantique, il est démontré qu'une expérience change en fonction de l'observateur. Et c'est ce que disent les traditions spirituelles depuis des millénaires. Nous sommes l'espace pour le monde, nous ne vivons pas dans le monde monde vit en nous. Et je vais avoir la chance de rencontrer bientôt un physicien quantique pour faire un échange là-dessus, pour faire justement un parallèle entre les résultats des recherches en physique quantique et l'expérience de ça dans ce qui est vécu. Voilà. Voilà, une longue question. Hein, mais en même temps, la question était très, très intéressante et en même temps très vaste. Hein. Merci. Merci pour la question. Puis, je suis prêt, Alors, Philippe, si tu veux. d'accord, Pascal. Il y a Valérie qui dit « Je suis de plus en plus dans un espace de présence, de conscience de ce qui est, de la conscience qui est consciente d'eux. C'est un état de paix qui m'invite de plus en plus à réaliser que mon histoire, le moi, ma personne, mes pensées, mes réactions, mes peurs, mes jugements, etc., sont une sorte d'illusion, que ma vie est une succession d'expériences qui me font finalement pas d'incidence sur ce que je suis. Cela m'amène de ce fait à un état assez désabusé qui aspire à goûter à ce que je suis, mais une grande part de moi qui trouve de moins en moins d'intérêt pour faire des choses, mener des actions. Comment passer de cet état de paix et de conscience à une incarnation qui demande de se mettre en action et surtout à y trouver du sens, un enthousiasme? Merci. Ça, c'est une question intéressante parce que c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire avant. Hein. C'est le fait que ça n'aurait pas de sens d'être incarné et d'être voilà, enfermé dans une grotte. Enfin, je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas que ça sert à rien non plus. Le fait d'être là, dans la forme incarnée, tout en étant conscient de la présence que l'on est, évidemment, on amène de cette conscience dans la forme, même si on ne fait rien. Évidemment. Et en même temps, ce que je voulais dire par là, c'est que l'invitation n'est pas justement de nier la forme, mais plutôt d'honorer notre incarnation, d'honorer le fait qu'on est là et qu'on est là justement comme un véhicule de la conscience, qu'on est là comme un représentant, que nous sommes là, 7 milliards sur cette terre, potentiellement représentant de la conscience dans la forme. Et donc, ce n'est pas possible, en tout cas pas longtemps, de rester dans l'inaction parce que je dirais que la conscience, même si elle n'a pas de nécessité d'agir, il est dans sa nature je dirais, euh,
La conscience que l'on est n'est pas quelque chose d'inerte, de vide. C'est l'amour, je dirais. C'est la vie. La vie fait pousser les plantes, les arbres. Il y a une force, une puissance, une énergie, je dirais, de vie qui émane de cela. Ça aspire au développement, on pourrait dire, mais ce n'est pas le développement personnel. Ça aspire à l'épanouissement, on pourrait dire, ou à l'ouverture, ou au fleurissement, je ne sais pas comment dire. Naturellement, il y a une joie qui se manifeste. Pas dans un but, justement. C'est peut-être ça la différence. C'est que quand on goûte à la présence que l'on est, on se retrouve peut-être à un moment sans but. Et on peut vivre un état un peu paradoxal entre, je dirais qu'il est un passage, entre le moment où on ne vivait que pour des buts et la réalisation que on n'a pas besoin de but pour être, et on n'a pas besoin de conditions pour être, et il n'y a rien à améliorer pour être. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher entièrement d'être, entier, complet, même dans ce qui se passe de désagréable ou que sais-je, comme Valérie vient d'en témoigner. Mais il faut quelque part apprivoiser cette nouvelle, c'est pas une nouvelle condition, le fait de justement de ne pas avoir de conditions, de ne pas avoir de nécessité de faire quelque chose. Et il peut, j'ai déjà entendu parler du spleen de l'éveil, qui peut être un passage. C'est-à-dire, on peut à un moment donné, fatigué d'avoir couru après des choses à faire dans le but de quelque chose, savourer le fait de n'avoir rien besoin de faire et d'être entièrement complet et satisfait. Mais ça ne dure qu'un temps. Donc moi, j'inviterais Valérie à savourer ça et en même temps à ne pas s'enfermer là-dedans parce que il y a, je veux dire, il faut faire quelque chose, c'est une croyance. Il ne faut rien faire, c'est une croyance aussi. Naturellement, quand on est ancré dans la présence, il peut y avoir donc un moment où il y a comme un relâchement et puis ça fait du bien. Il y a peut-être aussi quelque chose en toi, Valérie, qui ne veut plus vivre sa vie pour le futur et dans un but. Et cette partie de toi, aujourd'hui, aspire à se poser un peu. Et donc, c'est bienvenu. Mais en même temps, je t'invite à être présente à cela pour ne pas être identifié, maintenant passer d'être identifié à quelque chose qui doit faire quelque chose pour exister, à quelque chose qui ne veut plus rien faire pour pouvoir être. Il n'y a aucune contradiction entre l'action et l'être. L'action se manifeste à l'intérieur de l'être. Mais l'être n'a pas besoin de faire pour être. Mais il n'a pas besoin de rien faire non plus. Et donc, passer probablement ce besoin de se déposer, de repos, de se retrouver, l'action va reprendre place. Voilà. Et c'est une croyance encore, hein, projetée dans le futur. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va, comment ça va évoluer? Mais en même temps, c'est important de reconnaître que quelque chose en nous a peut-être peur ou appréhende le fait de ne plus avoir envie de rien faire et donc soit d'être jugé pour ça, soit d'avoir des difficultés d'ordre financier, par exemple. Si quelqu'un qui serait rentier n'aurait pas cette crainte, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit, qui travaille et qui a besoin de l'argent, qui rentre tous les mois, ben ça peut être une crainte. Et elle évidemment, c'est de la conscience, parce que dans ce monde de la forme, on a un corps. Bon, il faut le nourrir, en tout cas tant qu'on est persuadé qu'on doit le nourrir.
Là-dessus aussi, il y a peut-être d'autres possibilités, je ne sais pas. Mais en tout cas, tant qu'on a besoin de nourrir un corps, tant qu'on a besoin d'être logé et tout ça, tant qu'on est vivant, eh bien, dans ce monde tel qu'il est actuellement, eh bien, on fonctionne avec de l'argent. On a peut-être besoin d'argent pour certaines choses et peut-être qu'on reçoit cet argent en échange d'un service que l'on donne. Mais peut-être que quelque chose en nous n'a plus envie de sacrifier l'être pour faire et pour justement devoir mériter le fait d'être qui je suis en devant gagner de l'argent et tout ça. Il y a quelque chose en moi qui a peut-être besoin, en toi ou Valérie, qui a aujourd'hui peut-être qui aspire à autre chose que ça. Et si tu écoutes vraiment ce à quoi tu aspires profondément et ce qui t'allume, ce qui te donne envie, eh bien, tu vas voir que tu vas te mettre en action au service de ça. Et quand tu te mets au service de ça, tout le reste suit. Il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer complètement tout dans sa vie, mais de faire les choses à partir d'un endroit justement où on n'a plus rien à prouver et le faire uniquement parce qu'on a envie de le faire ou arrêter de faire ce qu'on n'a plus envie de faire et voilà, être dans cette justesse de l'action qui part de qui on est, plutôt que de ce qu'on veut devenir ou de ce qu'on veut être. Voilà. Merci pour la question. Philippe, quand tu veux. Si tu veux. Oui, il y a une question qui peut se poser finalement, c'est est-ce qu'il y a une personne qui cherche l'éveil ou est-ce que finalement on n'est pas plutôt une forme d'être déjà éveillé faisant l'expérience de l'oubli et donc de l'inconscience de notre véritable nature? Qu'est-ce que tu penses de Oui, mais ce paradoxe? Pour moi, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire, on est à la fois la présence et on a toujours été la présence, momentanément recouverte par l'identification à une personne et donc dans l'oubli du fait qu'effectivement on est déjà entier et complet. Et donc, quand on est identifié à cette personne cherche la complétude, cherche l'unité, cherche le silence, cherche la paix, cherche l'éveil. Et l'éveil, c'est... C'est simplement le fait c'est le fait d'être présent à notre expérience plutôt que d'être identifié à notre expérience, quelle qu'elle soit. Et donc, ça commence par simplement être ancré ici et maintenant, pour pouvoir être présent aux pensées qui traversent dans notre esprit, pour être présent à tous les aspects, à tous les symptômes, à tout ce que c'est comme expérience d'être incarné dans la forme. Et effectivement, l'incarnation dans la forme fait partie de la conscience. Mais ce n'est pas qui on est. Enfin, je veux dire, ça ne résume pas qui on est. Alors oui, on est à la fois une conscience du tout, de temps en temps amnésique parce que identifiée à la personne, qui recherche la présence du tout. Donc c'est pas l'un ou l'autre. On peut être on est présent. Maintenant, peut-être à une sensation d'être identifié à la personne. On perçoit ça. On peut percevoir ça, en tout cas. Les deux, encore une fois, c'est pas les deux coexistent parce que il n'y a pas moi en tant que présence
et moi en tant qu'être humain identifié, on passe par là pour déjà distinguer. Mais en même temps, la personne identifiée, on pourra dire, fait partie du paysage, au même titre que tout le reste. Donc par exemple, toi, je te vois là, devant cet écran, Philippe, et c'est évident que tu es là, et je suis là. Ce qui est peut-être moins évident, c'est que je suis là, présent aussi, à cette forme. Je suis présent à cette forme, je suis présent à cette forme, ce corps. Je peux être ici dans cette pièce, et pour chacun d'entre vous, je vous invite à le vérifier. Vous pouvez être présent à l'expérience, à la présence de votre propre corps dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez être présent à la sensation de la pièce autour de vous, du sol sous vos pieds, de tout ça, et vous pouvez être présent aussi à l'espace qu'occupe votre corps dans cette pièce. À partir d'où cela est perçu? Mais pouvez-vous constater que oui, je perçois cela? Je peux percevoir qu'il y a des pensées qui traversent dans mon esprit, qu'il y a des sensations, et puis qu'il y a, voilà, il y a toutes les formes autour, on peut dire oui, il y a ça, il y a moi. Mais en même temps, il y a moi, peut-être en tant que personne, et les autres. Mais même moi, en tant que personne, c'est quelque chose que je peux percevoir, puisque je veux me libérer de ça, c'est bien parce que j'en ai conscience. Je me sens enfermé là-dedans, c'est bien parce que j'en ai conscience. Et ce qui a conscience de cela est déjà dehors, est déjà là, présent à ce qui se sent enfermé, ou à ce qui est identifié. C'est tellement proche, on est tellement habitué, on ne remet tellement pas ça en question. On se lève le matin, on dit bonjour à quelqu'un, et en tant que quelqu'un. Bonjour Philippe, moi c'est Pascal. Tu es quelqu'un, je suis quelqu'un. Et on ne remet pas ça en question. Pendant plus de 40 ans de ma vie, rien d'autre n'existait que ça. Ah, j'ai bien eu des doutes, hein. J'ai bien eu des intuitions. Je pense que j'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait autre chose. Mais dans mon expérience, il n'y avait que ça. C'est tellement proche, on est tellement collé et tellement habitué, et on prend pour acquis qu'on est ça, qu'on devient aveugle. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure par rapport aux exercices que l'on fait, l'expérience qu'on veut vivre. L'expérience nous capte tellement, on est tellement sous hypnose, je dirais, de l'expérience de notre vie, qu'on en occulte le fait que je suis présent à l'expérience. Je suis. Il y a l'expérience, mais il y a d'abord je suis présent à l'expérience. Je ressens quelque chose en moi qui est tendu. Je suis conscient de penser dans ma tête. Qui est ce je? C'est même pas le jeu des pensées, puisque ce je suis présent est présent même aux pensées. Je suis conscient d'être identifié à ma personnalité ou à mon ego. Je ressens quelque chose en moi qui est insatisfait et qui voudrait tellement se sentir libre alors que pour l'instant ça se sent contraint. Tout ça est perçu par je. Mais ce je, c'est je suis présent à quelqu'un qu'on appelle Pascal. Je suis présent à un corps dans cette pièce. C'est pas je Pascal, c'est je. C'est le je qui n'a ni nom, ni âge, ni sexe, ni histoire, à l'intérieur duquel une histoire a pris place. Un personnage, un rôle, un corps,
la conscience que je suis s'est incarnée sous forme de de quelqu'un. Voilà. Hmm. Hmm. Je ne sais pas si ça répond, ou en tout cas si ça donne des pistes. Oui, tout à fait. Merci, merci Pascal. Merci. Hmm. Il y a une courte question d'Élise qui dit: quand on sort du moment présent et qu'une addiction, par exemple au chocolat, revient, est-ce que c'est névrotique? Hmm. Alors, quand on sort du moment présent et qu'une addiction au chocolat revient, est-ce que c'est névrotique? Alors, quand on sort du moment présent, d'abord, je sais qu'on a l'impression de sortir du moment présent quand on est de nouveau identifié à une partie de nous qui vit dans le temps ou dans une histoire. Et dans la réalité, on ne peut pas vivre du moment présent. On est présent donc à une expérience où on n'est pas identifié et soudainement on est présent à l'expérience d'être identifié à quelque chose en nous qui a comme une sensation d'attraction, par exemple pour le chocolat, il faut absolument que j'en mange. Et c'est une expérience qui se fait. Et il y a une sensation de ça, comme peut-être la sensation que les fumeurs connaissent. Il faut absolument que je fume une cigarette. Il y a une sensation. Il y a une sensation de je dois manger du chocolat. Alors, est-ce que c'est névrotique? Oui, pas plus, pas moins que tout ce à quoi on est identifié. On pourrait dire que dès qu'on est identifié à l'autre personne, on est quelque part, on peut faire en tout cas des expériences de névrose, c'est-à-dire comme on peut dire quelque chose qui se fait malgré nous, hein, comme une pulsion, une addiction. C'est-à-dire que profondément, ce que je souhaiterais, c'est être paisible, voir du chocolat et peut-être avoir envie d'y goûter et que ce soit plaisant. Et puis mon expérience, c'est ah, il y a du chocolat, il faut que je le mange. Ou alors même il n'y en a pas, je vais chercher, je vais courir après, je vais en trouver. Mais qui est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est moi en tant que présence ou est-ce que c'est quelque chose en moi qui fait ça? Une partie de moi, une partie de ma personnalité, une partie de mon incarnation. Puis c'est pas forcément une mauvaise chose parce que peut-être que notre corps a conscience qu'on a une carence, je sais pas moi, alimentaire à ce moment-là et que le corps a besoin de retrouver de l'énergie et que c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, il y a cette pulsion pour aller manger un morceau de chocolat. Qui sait? Donc c'est pas forcément névrotique, hein. C'est peut-être aussi une expression de la conscience. Maintenant, si ça a tendance à se répéter et que on sent que il y a quelque chose en nous qui est pas en paix avec cela. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'observer et d'être présent d'une part, à ce qui est dans cette pulsion, parce que plutôt que d'essayer de se battre contre cette pulsion, moi, je vous invite à sentir la sensation de la pulsion. Quand la sensation de vouloir du chocolat est là, prenez le temps de vous arrêter un moment, juste avant de manger le chocolat. Ou alors pendant que vous le mangez, si vous ne pouvez pas vous arrêter avant. Ou après l'avoir mangé même. Être en lien avec la sensation de cette ah, il faut absolument, je dois, je peux pas faire autrement. Et d'être présent à cela. Faire connaissance avec cette partie de vous qui fait ça, c'est commencer à en être libre. C'est commencer à ne plus être identifié à ça. En disant oui, en reconnaissant, en disant bonjour à quelque chose en vous qui fait ça, en étant présent à cela. Vous pouvez sentir la sensation, l'énergie de cette partie qui fait ça, et peut-être que vous pouvez, au-delà de ça, être conscient que vous êtes présent à cela.
Et d'ailleurs, dans le processus que j'enseigne, l'auto-accompagnement, il y a un des aspects qu'on appelle le langage de présence. Et le langage de présence, ça va ressembler à, plutôt que de dire ah, j'ai envie de chocolat, ou je n'arrive pas à m'empêcher d'en manger, on va dire je ressens quelque chose en moi comme une envie de chocolat, ou je ressens quelque chose en moi qui a tellement envie de chocolat. Et je vous invite à ce moment-là à sentir comment ça se manifeste à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous savoir que quelque chose en vous a envie de chocolat? Il y a une sensation quelque part de ça. Le fait d'être avec cela fait que vous n'êtes plus entièrement identifié. Et donc, peut-être au moment même, le fait de le voir, on peut quand même le voir et rester identifié. Hein. Ça peut prendre un petit moment. Juste de rester avec, de tenir compagnie à cela, de s'asseoir, de ralentir, de s'arrêter. D'ailleurs, ça ne se limite pas au chocolat. Hein. Il y a une phrase qui dit si vous êtes pressé, il est nécessaire de ralentir. Donc, si vous avez une pulsion, quelle qu'elle soit, que ce soit pour terminer un travail, que ce soit pour manger du chocolat, pour aller fumer, pour manger, pour n'importe quoi, il est nécessaire de ralentir, peut-être même de s'arrêter et être présent à cela. C'est-à-dire ne pas essayer de ralentir la pulsion, mais ralentir pour être présent à cette pulsion, présent à ce qui est pressé, présent à ce qui est stressé, à ce qui est tendu, à ce qui veut quelque chose. Le fait de vouloir quelque chose, déjà, la volonté, être présent à cela, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce qui peut être compliqué, c'est d'être entièrement identifié à ça, parce qu'à ce moment, il n'y a plus de liberté. C'est ça qui décide pour moi. Et quand vous l'avez vu et que vous avez pu être présent à cela et que vous avez vu que vous n'êtes pas cela, mais vous êtes là, présent à quelque chose en vous qui fait ça, et que vous prenez un temps pour simplement être avec cela, pas dans le but que ça parte, hein, mais pour faire connaissance justement. Pour faire connaissance avec ce à quoi habituellement vous êtes identifié. C'est une bonne chose de le voir. Et c'est une bonne chose d'être avec, de tenir compagnie à cela. Ça distingue vraiment que ça c'est là et que vous êtes là en train d'être présent à ça. Et à un moment donné, vous pouvez sentir qu'au-delà de ce qui est tendu, de ce qui est stressé, de ce qui a besoin, de ce qui a peur, de ce qui est en manque ou quelque chose, il y a vous, la présence, la conscience que vous êtes, qui est peut-être posée, paisible. Si pas encore, prenez encore un moment un peu plus longtemps avec ce quelque chose qui est là, sans aucun but. Peut-être vous pouvez en faire l'expérience maintenant. Peut-être vous avez l'expérience en vous de quelque chose qui est avide de chocolat, mais peut-être quelque chose qui est avide de s'éveiller, quelque chose qui est avide de se débarrasser de quelque chose, ou de dépasser, ou de grandir, ou que sais-je. Vous pouvez peut-être être présent à ça maintenant, et puis ne rien faire d'autre que simplement être présent à cela. Cela n'a pas besoin de disparaître ou de se transformer pour réaliser que vous êtes déjà là, présent à cela. Et si vous commencez à être conscient de qui vous êtes présent à cela, cela va amener, on pourrait dire, de la conscience là où il n'y en avait pas. Et tout doucement, vous pouvez peut-être faire l'expérience que ce quelque chose pour lequel vous ne faites rien, vous n'essayez pas de le changer, commence à se transformer. Et ça, c'est l'expérience que l'on fait donc en physique quantique. À partir du moment où je suis présent à un phénomène et que je le détermine comme étant une certitude, comme je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat, je fixe ça. J'ai une croyance qui se vérifie à chaque fois que ça se produit. Et donc, tout est figé à l'intérieur de ça. Quand je suis présent à ce phénomène, parce que c'est un phénomène, c'est pas qui je suis. Ça fait partie de moi, oui, c'est un phénomène, mais c'est pas qui je suis. Quand je suis présent à cela de manière neutre, inconditionnelle, alors j'ouvre, on pourrait dire, le potentiel de tous les possibles. Et donc, ce quelque chose peut se transformer, ou rester tel que c'est, mais je ne suis plus identifié à cela. Et il n'est plus nécessaire de le changer. Ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'on ne veut rien changer, tout se transforme. J'ai pendant des années essayé de faire régime, essayé de mieux manger, essayé de changer mes habitudes, avec des hauts et des bas. Parfois j'y arrivais, puis des fois c'est des allers-retours.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'en n'ayant plus d'intention, mais en étant conscient de ce que je suis en train de vivre au moment où je le vis, eh bien, le tri se fait automatiquement. Il y a une tendance naturelle à reproduire ce qui est bon pour moi en tant qu'être humain ou en tant que conscience, et à laisser tomber ce qui l'est moins, ou ce qui ne contribue pas à la vie. Ça se fait tout seul. Donc ne vous inquiétez pas de régler quelque chose, soyez présent à ce qui est maintenant. Je sais que ça a l'air d'une pensée magique, ça a l'air trop simple. Et pourtant, c'est l'expérience que je fais, c'est l'expérience dont témoignent Eckhart Tolle, dont témoignent tous les maîtres spirituels que j'ai pu entendre. Il n'y a strictement rien à faire pour que les choses se transforment. Et c'est ce que démontre aujourd'hui la physique quantique. Et dans les neurosciences, on voit ça aussi. Les choses se transforment par l'observation neutre, sans aucune intention. Dès qu'on a intention, on crée une résistance, ou on fige les choses dans ce qu'elles sont. Puisque si on veut qu'elles changent, c'est bien parce qu'on a la croyance qu'elles ne peuvent pas changer. Si on est dans l'ouverture du fait qu'elles peuvent rester telles qu'elles sont, ou quoi que ce soit d'autre, et simplement être avec cette expérience, alors il y a un potentiel pour une transformation. Mais si on est dans l'attente d'une transformation, on crée une crispation intérieure, une attente, une tension. Voilà. J'espère que ça a donné des pistes à la personne qui a posé la question. J'ai oublié son prénom, désolé. Oui, c'était Élise. Élise, Si je ne me voilà. trompe pas. Voilà. Oui. Ben, merci pour la question en tout cas. Il y a aussi Anaïs qui pose, et peut-être ce sera la dernière question. Oui. Ouais. En cas d'agression verbale, de moquerie, d'humiliation pour nous nuire, peut-on rester dans le calme intérieur et dans la distanciation alors qu'on agresse réellement notre intégrité personnelle? Ne pas réagir à ces agressions ne serait-il pas une mise en danger forte de notre personne? Que faire? Comment réagir dans ce type de circonstances? Voilà. Wow, merci. Une très bonne question aussi, merci. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, notre incarnation est le véhicule de notre conscience sur Terre. Enfin, sur Terre, dans la forme, dans le monde. Sans ce véhicule, on ne va pas disparaître. Mais on ne sera plus incarné dans la forme à ce moment-là. Donc, effectivement, ça fait partie de la condition humaine, le fait d'être mortel. Donc, on n'est pas forcément en face de quelqu'un qui veut nous tuer, hein, mais quelqu'un qui vous agresse pourrait atteindre l'intégrité de la forme de notre corps ou de notre intégrité physique, psychique aussi. Et donc, il est tout à fait juste, et c'est une manifestation de la conscience, de prendre soin de ça, de ne pas subir. Alors, il ne s'agit pas d'accueillir le fait que quelqu'un nous agresse, mais plutôt d'accueillir que quelque chose en nous se sent agressé. Et ce quelque chose en nous qui se sent agressé peut se sentir agressé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a fait l'expérience dans le passé de quelque chose de traumatisant, et alors qu'une personne en face de nous est en train de nous parler un peu fort, parce que c'est dans sa culture, quelque chose en nous se sent agressé. Parce que peut-être quelqu'un dans ma vie, dans mon enfance, que sais-je, parlait fort et j'ai vécu des choses extrêmement périlleuses ou dangereuses ou que sais-je avec cette personne, et quelque chose en moi rappelle que, attention, il y a potentiellement danger là. Ça veut me protéger de quelque chose, on pourrait dire. Et donc, ça peut être ça, ou alors ça peut être effectivement l'expression de la conscience qui nous dit il y a réellement danger. Donc, soit ça veut nous prévenir d'un danger ou d'une expérience passée que ça ne veut pas revivre, et donc on n'est pas forcément en lien avec l'expérience telle qu'elle est, on n'est pas en lien avec la personne et éventuellement toute la réalité.
Et c'est intéressant d'aller regarder parce que ça ne veut pas dire que la personne ne nous agresse pas, hein, c'est possible. Mais il est possible que ce qui en nous réagisse plus que ce que la situation demanderait. Et c'est une occasion d'aller reconnaître ce qui réagit de toute façon en nous. D'autre part, ça peut être l'expression de la conscience qu'il faut prendre soin de l'intégrité de notre forme pour l'honorer. Et pour simplement, si on a envie de poursuivre euh, ce, ce, je vais dire, cette expérimentation, je dirais, dans la forme, eh bien, oui, c'est notre seul véhicule, le corps. Et donc, il est juste d'en prendre soin. Parfois, la présence, la conscience peut prendre forme sous forme de colère. Quand ça touche à l'intégrité, il y a quelque chose au niveau de la conscience qui est en colère. Pas une colère contre l'autre, mais comme une colère pour la vie, pour le respect, pour on dirait une sainte colère, c'est-à-dire la conscience que quelque chose est en train de se produire et n'est pas juste pour moi incarné, pour la personne. Parfois, on peut ressentir ça même pour quelqu'un d'autre. Il se passe quelque chose et on sent que c'est pas juste. Il y a quelque chose de pas juste. On a une conscience. Mais c'est important de vraiment écouter parce que ça peut être une conscience et ça peut être aussi un conditionnement. Basé sur une blessure, basé sur une histoire. La distinction se fait clairement dans l'écoute inconditionnelle, dans l'écoute neutre de ce qui est là. Soit ça va nous ramener des expériences passées, soit ça va être dénué d'agressivité, ça va simplement être dans une forme de clarté qu'il est nécessaire de ne pas rester là, où il est nécessaire de mettre des limites. Mais ça va être très posé et en même temps très, très ferme, très, très clair. Ça ne va pas laisser place au doute pour l'autre. Et si l'autre ne peut pas le comprendre, eh bien, ce sera très clair pour nous, on ne reste pas là, c'est tout. Voilà. Donc pour moi, c'est tout à fait juste, évidemment, de prendre soin de la forme, mais sans s'y attacher et sans se limiter à ça. Voilà. Parce que sinon, on peut pas passer une vie à défendre quelqu'un. Et c'est fatigant. On peut laisser aussi quelqu'un s'énerver tout seul. Hein. Quand on est en paix avec soi et en paix, il faut bien que quelque chose en moi se sente agressé pour faire face à un agresseur. Hein. Donc, quelque part, ça peut être aussi l'expérience d'accueillir ce qui en moi se sent agressé, me permet de réaliser ou de retrouver ou de reconnaître de nouveau que je ne suis pas que ce qui en moi se sent agressé, je suis aussi la présence pour cela. Et la présence pour cela est la même présence pour cette partie de moi qui se sent agressée que pour l'autre qui est énervé ou qui... parce que de temps en temps, c'est moi quelque chose en moi qui est qui est énervé et qui va agresser quelqu'un d'autre. Et je peux être présent à ça aussi. Donc, il n'y a rien de personnel pour la présence. Il y a juste la conscience de ce qui est en train de se produire. Donc, cette question, elle est très courte et en même temps, il y a plein de réponses possibles. Et il n'y a que vous qui savez. Et ça, c'est un autre principe de l'auto-accompagnement en pleine conscience, comme on le transmet, c'est que c'est vous l'expert. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, je n'ai pas de réponse à vous donner, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Par contre, je peux vous indiquer comment écouter pour trouver vous-même la réponse. C'est ce que je fais en général quand des gens me consultent pour un accompagnement individuel, c'est que je leur indique simplement, je pose simplement un cadre pour pouvoir être présent à ce qui se joue et apprendre à écouter, plutôt que d'essayer de comprendre, plutôt que d'essayer de solutionner, de faire connaissance avec
ce qui se joue et être à l'écoute de ce qu'il y a au-delà de ça et distinguer la présence que l'on est toujours et les différents enjeux intérieurs. Voilà, voilà Philippe. Hmm. Si vous voulez éventuellement en savoir un peu plus, vous pouvez visiter le site internet www.autoaccompagnement.com. Et puis, si jamais vous avez envie d'aller plus dans une expérience vécue, même si l'idée c'est d'aller au-delà des expériences, hein, mais si vous voulez, je dirais, faire ou partager l'évidence de la présence que l'on est plus en personne, alors vous pouvez sur le site internet www.pascalastir.com, hastir.com, vous pourrez voir l'agenda des stages que j'anime en France, en Belgique. Il y en aura, s'il y en a qui sont là au Québec et dans d'autres pays, mais pour l'instant, pour le premier semestre, il y en a essentiellement en France et en Belgique. Et puis, oui, on va regarder d'ailleurs avec Philippe pour revenir à Paris, certainement. Hein, cet automne, c'est chose que je voulais te dire, Philippe, avant la rencontre, mais je l'ai oublié. Donc, voilà, il y en aura certainement cet automne aussi à Paris, mais ce n'est pas encore annoncé sur le site. Alors voilà, voilà tout ce que je voulais partager. Puis si jamais vous ne pouvez pas venir à des stages ou si vous ne sentez pas de vous engager dans un parcours d'intégration, parce qu'on propose un parcours d'intégration sur plusieurs mois de ce processus d'éveil de la conscience à soi, et bien on propose aussi des accompagnements individuels, tout simplement pour vous aider à vous ramener à l'évidence de qui vous êtes, et le plus souvent, et voilà, et dans votre quotidien. Voilà. Je propose peut-être qu'on termine avec un peu de silence pour laisser déposer tout ce qui a été partagé, accueillir, peut-être remercier, rendre grâce je vais dire, à cette rencontre, hein, et aux questions qui ont été posées et à tout ce qui a pu être, à tout ce qui a pu émerger peut-être à notre conscience tous ensemble pendant cette rencontre. Et je voulais juste, avant ce petit moment de silence, dire que j'étais désolé pour les personnes qui ont eu quelques problèmes techniques au niveau du Hangout. Et voilà, vous pourrez revoir ce Web Satsang sur la chaîne YouTube Être Présence. Voilà, donc je te laisse terminer, Pascal. Merci. Et bonsoir à tous. Ok, donc voilà, je vous propose simplement de prendre un moment pour sentir comment vous vous sentez maintenant, avec quoi vous avez envie de repartir de cette rencontre, ce que vous avez envie d'amener dans votre vie de tous les jours, et sans forcément l'exprimer, juste sentir et rester avec ce qui est là pendant un instant, continuer à observer l'expérience qui se fait maintenant et prendre un moment pour prendre conscience du silence, que vous êtes au-delà de toutes les expériences. Merci Philippe. Je sens vraiment que nous sommes là, que vous êtes là, et
C'est magnifique. Merci et à la prochaine.